Pour ceux qui sont là, merci. Bien, merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci, cher président Berton, de votre invitation. Je suis plus président. Parce que, bon, j'ai toujours estimé que le rôle de la FEDER, enfin, d'une manière générale, des associations regroupant les épargnants, était très important. Pourquoi ? Bon, ça a été dit tout à l'heure dans le panel précédent. Il y a une très, très grande complexité dans les différents produits, avec des risques associés. Et c'est vrai que nos concitoyens ont de la peine à maîtriser ce maquis, et donc pouvoir s'appuyer sur des associations telles que la vôtre, c'est important. Et puis il y a une deuxième raison que j'ai vraiment bien perçue, puisque j'ai été 10 ans rapporteur général du budget et 5 ans président de la commission des finances, c'est votre capacité de proposition. Et j'ai toujours été très attentif dans ces différentes fonctions à vous recevoir, à vous écouter. Et bon, je prends un exemple, vous l'évoquiez à l'instant, cette question des sorties en rente viagère liées au grand âge, à la dépendance, c'est à mes yeux une question extrêmement importante et vous avez vraiment un point de vue tout à fait intéressant. Alors, avant d'évoquer le programme de Valérie Pécresse, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Laurent Saint-Martin, qui à mes yeux est essentiel. Le traitement de l'épargne longue, il est quand même très lié à la situation de nos finances publiques. Hier paraissait le rapport de la Cour des comptes, et ce rapport, il pousse quand même un cri d'alarme, parce que notre pays est confronté aujourd'hui à une dette qui représente 115%, près de 115% du PIB, qui va franchir les 3 000 milliards à la fin de l'année. On a un déficit structurel, c'est-à-dire vous sortez tous les éléments de conjoncture, dépenses sanitaires, plan de relance, etc. On a un déficit structurel, donc récurrent de 5% du PIB, c'est le plus important de toute la zone euro. Et nous avons par ailleurs un commerce extérieur qui est vraiment en difficulté avec ce déficit de 85 milliards constaté en 2021. Et donc, la question de nos finances publiques est absolument essentielle. Et là, je voudrais vraiment passer le premier message, c'est que, historiquement, dans notre pays, quand il y a des problèmes de finances publiques, on a une tendance naturelle, une propension, et Laurent l'a dit tout à l'heure, à augmenter les recettes en priorité. Je l'ai vécu en 2011 avec, par exemple, la remise en cause de la fiscalité immobilière. On avait une fiscalité immobilière, des plus-values immobilières qui étaient simples, 5 ans d'exonération, 10 ans, avec un abattement donc, de l'or régulier de 10% par an. Enfin, tout ça était simple. Et puis, ça a été remis en cause parce que nécessité financière faisait loi. Et puis, l'année d'après, cette fois, j'étais dans l'opposition. Je présidais la commission des finances. Je me souviens avoir rédigé le recours devant le Conseil constitutionnel. J'avais eu gain de cause. D'ailleurs, vous pourrez rappeler ça à Christian Eckert, s'il vient tout à l'heure. Parce qu'on modifiait en catastrophe le régime des plus-values mobilières et de façon rétroactive. Et donc, vraiment, il y a un message que je veux faire passer. Nous devons rétablir nos finances publiques en nous attaquant à la dépense. C'est un point essentiel. Et c'est exactement le programme, l'ambition du programme de Valérie Pécresse. Puisque, je le rappelle en 2 mots, l'objectif, c'est de revenir à un déficit de 3% en 2027. Pour cela, il faut d'ici là améliorer notre solde déficitaire, l'améliorer de 45 milliards d'euros en valeur d'aujourd'hui. Et pour obtenir cette réduction du déficit de 45 milliards, on va engager grosso modo 80 milliards d'économies, arriver à 80 milliards au bout de cette période de 5 ans. Et en contrepartie, comme il y a des dépenses supplémentaires à faire, notamment dans le domaine régalien, justice, sécurité, et puis qu'il y a des baisses d'impôts dans un pays où l'impôt est très important, les prélèvements très lourds, également à réaliser, que ce soit en direction des ménages, on va en parler dans un instant, ou en direction des entreprises, à peu près 35 milliards. Donc 80 milliards d'économies,
35 milliards de baisse d'impôts ou de dépenses supplémentaires, et vous arrivez à ce solde de 45 milliards. Mais il y a un élément nouveau qui est absolument essentiel à mes yeux et sur lequel moi je me bats depuis des années. C'est que nous devons adopter une règle d'or pour tenir dorénavant nos trajectoires financières. Parce que depuis toujours, ou presque, en tout cas je l'ai toujours connu, moi qui suis député depuis 30 ans, on envoie à Bruxelles par exemple des programmes de stabilité où on élabore des lois pluriannuelles de prévision financière, de programmation des finances publiques, et dès la première année, elles sont piétinées, démenties par les faits. Eh bien, moi je plaide pour que ces lois pluriannuelles prennent une valeur supérieure, qu'on aille au-delà de la proposition de loi là, qui vient d'être votée Woerth-Saint-Martin, et qu'on donne une primauté constitutionnelle à ce type de loi. Et tout le monde a oublié que c'est ce que nous avons voté en juillet 2011. En juillet 2011, il y avait une crise des dettes souveraines, et cette crise des dettes souveraines a frappé très durement l'Italie et l'Espagne. On ne s'en souvient plus, mais brutalement, en quelques mois, les taux d'intérêt ont pris 300, 400, 500 points de base. Et les mesures qu'ont dû prendre l'Italie et l'Espagne, je ne parle pas de la Grèce, hein, mais c'était pire encore, ou le Portugal, en catastrophe, ont été d'une violence extrême. Et nous avions, pour montrer vraiment la détermination à tenir une trajectoire de redressement public, voté un dispositif en 2011, Valérie Pécresse était ministre du Budget, qui consistait à donner la primauté à des lois pluriannuelles de finances publiques sur les lois annuelles de financement de la sécurité sociale et de finances du budget de l'État. Et ça a été voté dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. Et puis, on devait aller au Congrès, mais le Sénat a changé de majorité en septembre 2011 et on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Valérie Pécresse a annoncé ce matin qu'elle reprendrait cette règle d'or. Et c'est un point essentiel parce que moi, je n'exclus pas qu'au moment où les taux d'intérêt augmentent, où l'inflation est là, que nous ayons de gros problèmes de financement à la fin de cette année. La signature de la France, elle est excellente. On a toujours remboursé depuis 200 ans. On n'a jamais fait défaut. Le dernier défaut, c'est 1798 sous le Directoire, la banqueroute des deux tiers. Mais sinon, on a une bonne signature. Mais il faut la conserver. C'est essentiel. Alors, c'est à la lumière de ça qu'on doit vraiment réfléchir sur l'épargne longue. Parce que l'épargne longue, elle est souvent la victime des crises de finances publiques. Et moi, nous ne voulons pas de cela. Alors, le premier enseignement, je vais être très rapide, M. Berton, le premier enseignement, c'est qu'il faut absolument respecter la stabilité et la visibilité. C'est le point essentiel. Laurent Saint-Martin l'a dit tout à l'heure, il a raison. Il faut que les règles soient stables, qu'elles soient visibles, parce qu'on est sur de l'épargne longue. Et j'en viens tout de suite à la question de l'assurance vie. Là, les choses sont claires. Il y a 2000 milliards, grosso modo, sur l'assurance vie. Il y a un système très complexe du point de vue des abattements, du point de vue des règles de transmission. Nous ne toucherons pas à ces règles. Ça, Valérie Pécresse est déterminée sur ce point. L'assurance vie sera protégée. Parce que, certes, l'assurance vie, je le reconnais, a subi assez peu quand même de modifications. C'est d'ailleurs un des rares havres de stabilité depuis 30 ans. Mais il y a eu quand même quelques petits accros. Mais si. Non, mais j'aime pas la polémique, mais il y a eu quelques petits accros quand on a mis en place le PFU ou autre. Ah non, et donc, bien avant. Et avant, oui, mais non, mais ma mémoire s'arrête il y a 5 ans. Ah, vous voyez. d'accord. Donc, voilà. Non, mais vous pourriez citer. Je me souviens entre 1997 et 2002, quelques accros. Bon. Ouais. Mais c'est quand même stable et il faut que ça reste stable parce qu'on a absolument besoin de cette épargne. On en a besoin pour l'économie et puis les Français en ont besoin pour assurer leurs arrières. Il y a la question de la transmission. Alors sur la transmission,
En fait, l'accent est mis sur les donations en revenant à ce qui existait lorsqu'on a voté le texte TEPA en juillet 2007, c'est-à-dire on revient à un délai de rappel de 6 ans, comme il l'était, tout en gardant, à l'époque, on était passé à un abattement de 150 000 euros, tout en gardant l'abattement actuel de 100 000 euros, et avec un effort, ça a été dit tout à l'heure, c'est très important pour les donations aux petits-enfants. Ben, je n'entre pas dans le détail, parce que... Bon. Et puis pour les successions, 2 choses. D'une part, une majoration de l'abattement de 100 000 à 200 000 euros, et puis un effort également sur les successions avec les droits indirects, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que un pourcentage, je crois que c'est 15 ou 20% des successions concernent de l'indirect, des bénéficiaires qui ne sont pas en ligne directe, mais ça représente 50%. 50% de la recette. Au passage, quand on a été longtemps comme moi rapporteur du budget, on fait toujours attention aux finances publiques. Je vous rappelle que c'est 15 milliards d'euros. 12 milliards sur les successions, 3 milliards sur les donations. Et par les temps qui courent, il faut quand même faire très attention à protéger la recette publique. Et puis, il y a toutes les questions qui traitent de l'épargne, de l'orientation de l'épargne. Bon, je n'ai pas le temps de l'évoquer là, hélas, mais je voudrais dire une chose. Il est très important de pouvoir orienter l'épargne vers l'économie, vers les entreprises. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais je me souviens avoir été à la manœuvre quand on a fait l'amendement Fourgousse en 2005, ça remonte à il y a longtemps, pour supprimer tout frottement fiscal quand on basculait d'euros en unité de compte. Mais donc l'intérêt d'avoir une épargne longue qui prenne aussi des risques, il faut trouver des montages qui permettent cette prise de risque, tout en garantissant cette épargne à leurs bénéficiaires, parce que cette épargne, je vais terminer par là, on en a absolument besoin pour la retraite et plus encore pour la dépendance. Mais n'oublions pas que quand on a 3 000 milliards de dettes publiques, il faut aussi que l'épargne des Français, elle serve à financer la dette. Et on a une fragilité, je le dis au passage, par rapport à l'Italie et plus encore le Japon. C'est que plus de la moitié de notre dette, enfin la moitié de notre dette publique, est détenue par des non-résidents. Et donc, il faut également inciter l'épargne française à détenir de la dette publique française. Alors, je voudrais terminer, parce que moi, je suis d'accord sur beaucoup de propositions, notamment sur le rôle de votre association, sur cette orientation. Il faut qu'on assouplisse les produits entre la sortie en capital et puis la sortie en rente. Moi, je me souviens, le gros problème qu'on avait sur l'épargne retraite jusqu'à la loi Pacte, c'est que la sortie en capital était pratiquement impossible. On avait mis en place une exception, par exemple, pour acquérir sa résidence principale pour un retraité. On prend sa retraite, être propriétaire de son logement, c'est quand même une sécurité. Mais là, on est allé trop loin. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans la technique. Je suis d'accord avec vous et je pense qu'il faudra arriver à moduler les projets, les produits plutôt, pour mettre en place un produit un peu spécifique avec une incitation fiscale à la clé pour la rente viagère servant au grand âge et permettant de financer la dépendance. Alors je crois que j'ai répondu à peu près toutes vos questions. Je voudrais dire un mot sur l'épargne réglementée. Non, la prise en compte de l'inflation. Alors, écoutez, je n'ai pas répondu parce que je suis complètement, je me disais en riant, la tradition des rapporteurs généraux, elle est quand même... Et tout à l'heure, Laurent Saint-Martin a dit exactement ce que je pensais. Donc, je n'ai pas à y revenir. Donc, voilà, j'ai la même position que lui. Mais je m'engage moi-même parce que ce n'est pas une question qu'on a débattue au sein de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. J'ai l'honnêteté de vous dire, c'est la réponse de celui qui a été rapporteur du budget et conscient de la difficulté de ces questions. Pour le reste... Si vous avez encore un mot voilà, j'aurais voulu vous parler un peu de l'épargne réglementée et de la nécessité... on a 400 et quelques milliards sur le livret A, le LDD.
Valérie Pécresse propose de fusionner les deux, elle a raison. Mais il faut savoir qu'avec une rémunération de cette épargne à 1%, actuellement, les taux restant encore bas, on a beaucoup de problèmes d'emploi. Et par exemple, vous savez que cette épargne, ce livret A, il finance notamment les bailleurs sociaux. Il faut savoir aujourd'hui que les gros bailleurs sociaux, ils vont plutôt aller sur les marchés financiers que de se servir sur le livret A. Et il y a toute une réflexion à conduire pour trouver des produits de très long terme. Par exemple, les aquaprêts, la métropole du Grand Paris vient de souscrire un aquaprêt de plusieurs dizaines de millions, qui est un emprunt à 50-60 ans, et c'est une utilisation intelligente de l'épargne réglementée. Cette épargne réglementée, elle doit aller à des utilisations collectives, à des utilisations d'intérêt général, mais avec des montages probablement plus ambitieux, plus diversifiés que ce qui est le cas aujourd'hui, où on se borne avant tout à financer les bailleurs sociaux et puis les collectivités locales. Voilà, Monsieur Berton, merci, Monsieur le c'est très Président. difficile en quelques minutes de faire un panorama. Vous avez... Mais à nouveau, merci de votre invitation merci de votre présence. Et continuez à proposer de bonnes idées. On ne vous suivra pas toujours, mais on y prendra toujours un grand intérêt. Vous n'allez pas rester, mais vous l'avez dans le dossier. Nous avez nos propositions. Merci d'être venu. Je sais que vous avez un timing très serré aujourd'hui et que vous êtes normalement obligé de nous quitter dans les minutes qui viennent. Donc, mais maintenant, vous êtes le bienvenu, bien sûr, pour rester et écouter en particulier les propositions des représentants des différents candidats.